Je n'aime pas parler court. Ça ne me laisse pas le temps d'avoir de l'emprise sur vous, de vous convaincre de quelque chose, de tisser ma toile. Je vais lire, une fois n'est pas coutume, quelques fragments d'un travail sur le sujet de l'histoire, sur la figure du survivant, ou bien est-ce que c'était sur la folie du jour de Maurice Blanchot. Ces fragments, je les ai choisis, mais je ne les ai pas écrits spécialement pour vous. Je voulais commencer au milieu du gué. Et pourtant, il m'a semblé que, hier soir, que quelques préliminaires s'avéraient nécessaires. Et donc, vous allez avoir droit à quelques formules au départ, à l'emporte-pièce. Premier préliminaire, nous avons besoin d'une phénoménologie du survivant. Le plus urgent besoin. Et nous avons besoin, une fois pour toutes, de comprendre que le survivant, ce n'est pas le témoin. Et je le dis, le survivant, ce n'est pas le témoin, certainement pas dans le sens où l'entendait Agamben. Bien au contraire, dirais-je. Mais une phénoménologie du survivant, philosophiquement, c'est un cercle carré. C'est une contradiction dans les termes. T'es gentil. Merci. Pourquoi ? Parce qu'une phénoménologie suppose une expérience. Ce sont des formules à l'emporte-pièce, je vous expliquerai ça une autre fois. Et une expérience suppose un sujet. Or, le survivant, c'est le contraire de tout sujet. Et au-delà de tous les trouages et clivages du sujet dont nous avons fait nos délices dans les années 70, vous le savez, Agamben, 20 ans plus tard, a voulu refonder une philosophie du sujet qui tienne compte de la plus extrême déhiscence qui lui fut disponible, celle du musulman dans les camps, et donc de ce qu'il a appelé lui-même le paradoxe de Lévi, et donc quand même sur la figure du témoin et sur ce théorème, c'est le théorème d'Agamben, il restera à tout jamais attaché à son nom, selon lequel le témoignage n'est véritablement témoignage que là où il témoigne de l'impossibilité de témoigner. Et avec ce théorème, un corollaire absolument ahurissant, selon lequel seul ce témoignage de l'impossibilité de témoigner permet de réfuter les négationnismes. Et si seul ce témoignage permet de réfuter les négationnismes, certes, ce n'est certainement pas le cas, donc, du témoignage compris comme témoignage des faits. Ça, c'était le corollaire du théorème d'Agamben. C'est sa façon de polémiquer contre l'histoire. Alors, oui, philosophiquement, cercle carré, et pourtant, quelqu'un a produit une phénoménologie du survivant. Et donc, les cercles carrés, ça existe. Quelqu'un qui s'y est attaché pendant des années, chez Maurice Blanchot, avec sa série de récits, de 48 à 57, de l'arrêt de mort au dernier homme. Et donc, ces fragments que je vais vous lire concernent la folie du jour de Maurice Blanchot. La folie du jour de Maurice Blanchot, c'est un texte, vous le savez, paru en revue en 49 et repris en livre en 73. En 49, il s'appelait autrement, il s'appelait Un récit avec ou sans point d'interrogation. Et il commençait de la façon suivante. La première ligne, c'était « Je ne suis ni savant ni ignorant. J'ai connu des joies, c'est trop peu dire, etc. » Et puis, donc, c'est une autobiographie, dit-on. On lit ça dans la biographie de Maurice Blanchot écrite par Bida, que c'est autobiographique. Je veux bien. En tout cas, un narrateur se raconte.
Et qu'est-ce qu'il raconte? Ben, des choses. C'était un homme public. Ensuite, il a cessé d'être un homme public. Ensuite, il y a une scène extraordinaire dont je vais vous lire un petit bout. Une scène d'illumination. Et puis ensuite, il y a un événement. On lui jette du verre dans les yeux, il perd la vue. Mais pas complètement. Donc il guérit, apparemment. Et il est là, il est toujours là, il parle. Il est dans une institution médicale ou un asile de fous. Notre monde. Et viennent les 4 derniers ou les 5 derniers paragraphes. Les 2 dernières pages dans la version 73. Qui vous a jeté du verre à la face? Cette question revenait dans toutes les questions. On ne me la posait plus directement, mais elle était le carrefour où conduisaient toutes les voies. On m'avait fait observer que ma réponse ne découvrirait rien, car depuis longtemps, tout était découvert. Etc. Je saute. Ensuite, le paragraphe suivant. Je m'étais intéressé à leurs recherches. Nous sommes dans l'asile de fous, n'est-ce pas? Il est aux mains des médecins. Nous étions tous comme des chasseurs masqués. Qui était interrogé? Qui répondait? L'un devenait l'autre. Les mots parlaient seuls, etc. Ensuite, le paragraphe suivant. On m'avait demandé, raconte-nous comment les choses se sont passées au juste. Un récit, je commençais. Je ne suis ni savant ni ignorant, j'ai connu des joies, c'est trop peu dire. Et là, soudain, on se rend compte que, n'est-ce pas, tout ce qu'on venait de lire, ce n'était que, non pas une autobiographie du narrateur, mais une réponse à une demande de récit. Et donc, le texte qu'on est en train de lire, ce n'est pas un texte où le narrateur se raconte, mais c'est un texte où le narrateur raconte qu'il répond à une demande de récit. C'est trop peu dire. Je leur racontais l'histoire tout entière, qu'ils écoutaient, me semble-t-il, avec intérêt, du moins au début, mais la fin fut pour nous une commune surprise. Après ce commencement, disait-il, vous en viendrez au fait. Comment cela? Le récit était terminé. Ensuite, c'est le paragraphe, l'avant-dernier paragraphe. Cet extraordinaire paragraphe. La plus belle chose qui ait jamais été écrite de main d'homme. Je dû reconnaître que je n'étais pas capable de former un récit avec ces événements. J'avais perdu le sens de l'histoire. Cela arrive dans bien des maladies. Mais cette explication ne les rendit que plus exigeants. Je remarquai alors pour la première fois qu'ils étaient 2, que cette entorse à la méthode traditionnelle, quoique s'expliquant par le fait que l'un était un technicien de la vue, l'autre un spécialiste des maladies mentales, donnait constamment à notre conversation le caractère d'une interrogation, d'un interrogatoire autoritaire, surveillé et contrôlé par une règle stricte. Ni l'un ni l'autre, certes, n'était le commissaire de police, mais, étant 2, à cause de cela, ils étaient 3, et ce troisième restait fermement convaincu, j'en suis sûr, qu'un écrivain, un homme qui parle et qui raisonne avec distinction, est toujours capable de raconter des faits dont il se souvient. Et ensuite, c'est la dernière ligne. Un récit? Non, pas de récit, plus jamais. Et donc, c'est au fond l'adieu de Maurice Blanchot au récit, n'est-ce pas? Alors, on a compris cet adieu de multiples façons. C'est le narrateur qui, à l'intérieur d'un récit, dit « plus de récit, plus jamais ». On peut le comprendre à la façon d'Adorno, n'est-ce pas? Après la catastrophe, plus de littérature. Pourquoi pas? Mais ce qui est plus intéressant, et ce qui m'a fait au fond démarrer, c'est pas seulement la façon... C'est d'une part la façon dont les traducteurs anglais traduisaient le mot récit en anglais, parce que c'est un casse-tête, vous le savez, n'est-ce pas? On traduit récit par story, narrative, mais Derrida avait fait traduire à Vital Ronel, sa traductrice pour la loi du genre, le mot récit par account, et à la fin, dans ce livre qui s'appelle Acts of Literature, où a apparu la dernière version de la loi du genre de Derrida, l'éditeur, à la fin, a décidé qu'il fallait traduire récit par récit, c'est-à-dire conserver le mot récit en français dans le texte, ce qui est quand même un coup de force, qui n'est pas une traduction, pourquoi pas. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la chose suivante, c'est que quand Blanchot vous fait dire à son narrateur, vous avez entendu ça, j'avais perdu le sens de l'histoire,
la traductrice anglaise, Lydia Davis, traduit had lost the meaning of the story. Très étrange, parce que tout le monde a compris, nous avons perdu le sens de l'histoire comme history et non pas comme story, alors il faudrait savoir, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, je commence mes fragments. Toute réflexion sur le récit et sur la demande inquisitoire de récit implique une interrogation sur la structure de l'événement. Et il exige que l'on s'interroge sur la nature de l'événement catastrophique. Sans cette interrogation, l'exposition de la demande de récit à l'intérieur d'un récit, puisque c'est le sujet de la folie du jour, resterait incompréhensible, et tout aussi incompréhensible le non au récit prononcé par le survivant. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le survivant qui parle, bien entendu. Ça va être plus clair bientôt. Or, on le sait, aucun survivant dans la vie réelle n'a jamais prononcé ce nom au récit, qu'ils aient raconté ou qu'ils se soient tus. C'est pareil. Bien au contraire, les survivants n'ont pas cessé de parler, même en se taisant. Ils n'ont pas cessé de vouloir inscrire l'événement dans l'histoire, ils n'ont pas cessé de croire en la vérité de l'histoire. Eux, les survivants. Or, comme je le disais dans ma petite introduction, Derrida, vous savez qu'il a consacré des centaines de pages aux commentaires de la folie du jour. Tout ça, c'est dans le livre qui s'appelle Parage. Il a commenté absolument tout. Il a tout commenté, sauf une phrase écrite par le survivant dans son compte-rendu de l'événement catastrophique, sous l'injonction de la vérité, en réponse à la demande pressante de ceux qui veulent la vérité, de ceux qui croient que la vérité de l'événement peut être énoncée dans un discours régi par la vérité historique. Et cette phrase, c'est la suivante. Il n'a pas commenté la phrase « J'avais perdu le sens de l'histoire », comme si elle allait de soi. Nous le dirons donc d'abord négativement, au moyen d'une formulation tout à fait anodine. La nature de l'événement catastrophique ne peut pas être comprise dans un discours historique. Je ne suis pas le premier à le dire, heureusement, ça me soulage. La survérité de la survie n'est pas régie par la vérité des faits, de ces faits que l'on pourrait raconter par exemple dans un témoignage, en réponse à la demande de récit. Et pourtant, inversement, la demande inquisitoire de récit fait partie de la structure catastrophique de l'événement. Il n'y a pas de récit, et donc pas de témoignage, qui ne lui répondent pas. Et je crois que Maurice Blanchot, jusqu'ici, est le seul, oui, je dis bien, le seul qui ait su prendre en compte cette structure folle dans toute sa complexité, parce que c'est une structure folle, la structure de l'événement catastrophique qui intègre en elle-même cette structure, cette demande de récit qui exige donc et qui provoque tout le temps une réponse à la demande. Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est le seul qui est compris dans une lumière qui pour lui-même était absolument aveuglante. Pourquoi absolument aveuglante? Parce qu'après 58, il s'est renié, Blanchot, vous le savez bien. C'est-à-dire qu'il n'a plus jamais redit ce qu'il avait... Il n'a pas compris l'expérience qu'il avait faite lui-même, c'est-à-dire celle du survivant. Et il se reliait de façon tragique, insupportable, dans toute son écriture qu'on appelle fragmentaire, qui n'est pas l'écriture des récits, à partir du moment où il a terminé la période des récits. C'est le seul qui est compris dans une lumière qui pour lui-même était absolument aveuglante, que l'interrogation sur le récit de témoignage exigeait que l'on se demande aussi simultanément quelle était la nature de l'événement catastrophique. Ce qu'on appelle l'histoire ne peut pas se poser cette question de la nature de l'événement catastrophique. Mais ce ne sera encore rien. Si l'histoire ne peut pas se la poser, dira-t-on, on peut essayer de la poser en d'autres lieux que l'histoire. Mais, justement, ce n'est pas vrai. Et c'est ça, le nœud de la question. La question portant sur la nature de l'événement ne peut se poser que contre l'histoire. Pourquoi ? Parce que l'histoire est dénégatrice en son essence. Elle exige un récit véridique et un établissement des responsabilités.
Par cette exigence même, qui est clairement une exigence de vérité, elle annule toute possibilité d'appréhender la survérité de la survie, c'est-à-dire aussi évidemment la survérité de l'événement catastrophique, qui est un crime sans vérité. L'événement catastrophique est un crime sans vérité. Or, il ne peut pas y avoir d'histoire sans vérité. L'histoire est donc condamnée à ne pas comprendre le crime sans vérité. Et je le répète maintenant, Derrida n'a pas commenté la phrase « J'avais perdu le sens de l'histoire, c'est pourquoi, après lui, il faut tout recommencer ». Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas voulu commenter en réalité parce que c'était évident pour lui, ou bien parce qu'il n'osait pas la commenter? Le survivant est soumis à la demande de récit. Fragment numéro 2. De nos jours, on appelle cela un témoignage. Le témoignage se conforme à la demande dans tous les cas. Il s'énonce à partir d'une injonction à témoigner qui lui vient de la langue policée par l'histoire. Ce qu'on appelle un témoignage ne parle jamais de la catastrophe. Un témoignage raconte des faits, des meurtres, des viols, des déportations. Jamais il ne sera question de la catastrophe dans le récit soumis à la demande. La folie du jour de Blanchot est donc une machine textuelle qui met en cause radicalement le témoignage, ce qu'on entend aujourd'hui par le témoignage. L'injonction dit « Racontez-nous comment les choses se sont passées au juste ». Elle dit « Vous en viendrez au fait ». Le survivant se conforme à la demande. Il participe à l'inquisition. Il livre tout son savoir aux médecins de l'âme et aux serviteurs de la vérité. Il participe à l'écriture de l'histoire. Se conformant à une demande informulée, il devient lui-même l'origine de la demande. On ne peut plus le distinguer des demandeurs. Pourquoi d'ailleurs s'en distinguerait-il, n'est-ce pas? Il fait partie de la société des historiens. Il ne s'y est pas inscrit, mais on l'inscrit quand même. Il veut lui aussi que les faits soient reconnus et les coupables désignés. Je cite, « Qui était interrogé? Qui répondait? L'un devenait l'autre. » D'ailleurs, les historiens savent déjà tout. Ils n'interrogent pas pour savoir. On m'avait fait observer que ma réponse ne découvrirait rien, car depuis longtemps, tout était découvert. C'est bien vrai. Qui a jamais pensé que l'on recueillait des milliers et des milliers de témoignages et qu'on les conservait dans les archives des universités européennes et surtout américaines, vous le savez, pour découvrir la vérité des faits? Mais Blanchot écrivait tout ceci en 1949. Il ne savait encore rien du mal d'archives et de l'ère du témoignage. C'est sa force. Il parlait seulement par fidélité aux survivants. Il se demandait qu'est-ce qu'être le survivant d'un crime sans vérité. Il parlait déjà contre l'histoire afin de pouvoir dire quelque chose de la catastrophe. Numéro 3. On va voir combien de temps je vais avoir, combien de fragments je vais pouvoir vous lire. L'histoire s'écrit en vue de la réconciliation. La réconciliation se fait toujours aux dépens de la nature du crime. Et il ignore par définition ce qu'est un crime sans vérité. Or, la réconciliation n'admet pas le silence. Elle exige que l'on se place en face du tribunal et que l'on parle, que l'on raconte, que l'on débite les faits. Le survivant finit toujours par s'exécuter. Le survivant de la folie du jour s'exécute lui aussi, il raconte, il offre un récit, mais le récit qu'on lit, vous l'avez vu, déborde le récit prévu par la demande de récit, puisqu'il dénonce cette demande. Il la montre du doigt. Comment? Comme si le survivant pouvait voir l'invisible. Et ce survivant-là, il m'est arrivé de l'appeler le survivant absolu. Le survivant absolu serait celui qui ne se renierait pas lui-même en tant que survivant, alors que le tout survivant se renie lui-même en tant que survivant. Vous le savez bien, puisqu'il participe à cette demande de récit. Il ne se renierait pas en tant que survivant.
il n'aurait de vie que le retour. Il serait capable de dire non au récit. C'est l'impossible. Il faut toujours et encore un récit pour être capable de dire non au récit. C'est pas si facile de perdre le sens de l'histoire. Numéro 4. Numéro 4. La demande de récit est toujours inquisitoire. Elle est toujours infligée à soi-même. Le récit est toujours cette structure double, dont les deux côtés peuvent être parfaitement personnalisés. Celui qui émet l'injonction, celui qui reçoit l'injonction. Depuis 2 siècles, cependant, la source de l'injonction a largement eu le temps de s'institutionnaliser. Elle occupe aujourd'hui des chaires universitaires de par le monde. Il n'y a aucun recoin de nos âmes, aucune circonstance de l'accident inaugural qui soit en mesure de lui échapper. Je cite, « Se cacher est interdit, c'est une faute. Le survivant possède de lui-même un savoir invisible. » C'est une citation. Invisible à lui-même en tant que savoir, et la source de l'injonction insiste pour qu'il nous en fasse part. Rien ne lui appartient à lui, en propre, au survivant. Il se passe donc avec le survivant exactement ce qui se passe avec le natif, cette créature du philologue qui ne possède aucun savoir qui ne soit par avance le savoir du philologue. Je cite, on ne s'en aperçoit pas, il s'agit des philologues, mais des historiens bien sûr, mais ce sont des rois. Page 23, il est question des médecins du survivant, terme générique dans le récit. Il pourrait tout aussi bien s'agir des philologues et des historiens. Ouvrant mes chambres, c'est une citation. Et donc il en a plusieurs dans l'institution, autant de chaires universitaires, autant de savoirs disciplinaires. Ouvrant mes chambres, il disait, tout ce qui est là nous appartient. Parle, ils interpellaient mon histoire. Parle, et elle se mettait à leur service. On ne peut pas être plus clair. Comment pourrait-on être plus clair? Numéro 5. J'ai nommé le récit. Je l'ai nommé, je ne l'ai pas nommé d'ailleurs puisque j'ai sauté ce passage, mais le récit est autant, vous le voyez, le récit, on parle Blanchot, je veux dire, n'est-ce pas? Autant disciplinaire que testimonial. C'est autant le récit du natif que le récit du survivant. Comme s'il y avait là un choix. En réalité, le récit est toujours testimonial, même si c'est celui du natif. Il porte en lui toutes les marques du témoignage. Et je fais pourtant cette distinction pour préserver la part du natif. Le natif, c'est celui qui est le survivant de son propre désastre. Ça c'est une histoire que nous subissons depuis 2 siècles, depuis la naissance de la philologie moderne. Ce natif constitué en tant que tel par la philologie, ce natif qui n'a d'autre existence que celle de témoin de sa propre culture et de son propre désastre, il est soumis définitivement, parce que structurellement, à la demande de récit que lui adresse par définition le philologue, pour donner lieu ensuite à tous les discours disciplinaires auxquels nous sommes habitués depuis 2 siècles. C'est ce que Foucault appelait, au fond, l'époque moderne, n'est-ce pas? Je n'emploie pas de terme savant, mais je crois très profondément en ce qu'il disait à cet égard dans les mots et les choses. Le natif est un grand bavard. Il ne fait que parler. Il ne fait qu'obéir à l'injonction de témoigner. C'est une machine à produire du récit disciplinaire. Et le désastre du natif, puisque, évidemment, puisqu'il faut un désastre au natif, il est supposé. Et pourquoi un désastre? Parce qu'il ne se souvient pas lui-même de sa propre tradition. Il faut le philologue pour le faire parler. C'est une machine, j'ai dit, à produire du récit disciplinaire, et la nécessité de produire du récit est inscrite dans cette supposition du désastre du natif. C'est parce qu'il y a un désastre supposé que le récit est toujours testimonial. Et il semble en tout cas, à travers cette distinction du natif et du survivant, que j'ai voulu placer le natif à part du survivant des tragédies holocaustiques, comme les appelait Derrida dans le Mal d'Archives. Et en d'autres lieux, j'ai donné des noms à ces 2 aspects, à ces 2 réalités du survivant. Le survivant comme vestige, c'est le natif, et le survivant comme relique. Que le natif survivant était inventé comme vestige par la philologie à l'aube de l'ère moderne, ça va de soi, nous le savons tous. Mais le survivant comme relique, il est plus difficile à identifier et à déceler. Le mot relique me vient d'un auteur arménien, Pavel Pochadan, l'auteur de Menatzortats, qui veut dire ce qui reste en arménien, qui est un immense roman de langue arménienne publié au Caire entre 32 et 34, où l'auteur voulait, dit-il, s'approcher de la catastrophe.
Et dans plusieurs textes des années plus tard, 46-48, Oshagan, l'auteur, s'identifie aux hommes de lettres enfermés dans la prison de Çankırı, qui était le lieu de déportation des intellectuels raflés à Istanbul le 24 avril 1915, ces princes de l'esprit, ces frères de plume, qui ont tous été tués par petits groupes durant l'été 1915. Il est l'un d'eux, il est mort avec eux, s'il vit encore, c'est comme relique, c'est-à-dire ce qui reste, c'est-à-dire le survivant. Il vit encore, donc identifié au témoin mort, parce que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, le survivant, et celui que j'ai appelé le survivant absolu, c'est évidemment celui qui revient, mais on ne revient pas vivant, on revient mort, n'est-ce pas? Sinon, à quoi ça sert? Et bien sûr, le survivant absolu, c'est le témoin mort. J'ai encore 5 minutes. 3. C'est dur de négocier. Très rapidement, cette scène de l'illumination. Vous le savez, il y a cette scène, j'ai dit, ainsi donc le survivant absolu serait le survivant identifié au témoin mort. Eh bien, j'en suis là. Il faut vérifier cela sur piège, j'ai écrit ici. Dans La folie du jour, il y a cette scène étrange, par son insignifiance, où le narrateur voit au loin une femme qui essaie de faire passer une voiture d'enfant par une porte cochère. Un homme entre, ressort, lui tient la porte, la femme entre, le regarde, passe, et c'est tout. C'est une scène. Le narrateur a donc été témoin d'une scène. Et parce qu'il est témoin, la scène devient une vision. Dehors, juste une courte vision. Or, tout de suite après avoir décrit la scène dont il a été témoin, le narrateur écrit quelques lignes qui semblent être d'une portée immense, c'est page 16. Cette courte scène me souleva jusqu'au délire. Je ne pouvais sans doute pas complètement me l'expliquer, et cependant j'en étais sûr, j'avais saisi l'instant à partir duquel le jour, ayant buté sur un événement vrai, allait se hâter vers sa fin. Voici qu'elle arrive, me disais-je, la fin vient, quelque chose arrive, la fin commence, j'étais saisi par la joie. C'est pas la peine de parler, on pourrait juste lire Blanchot. Tout de suite après cette scène, il est question de l'accident qui fait de lui un survivant. Et donc voilà un événement vrai, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment apparemment insignifiant, le jour va se hâter vers sa fin. Et donc je vais vite, malgré toute la polysémie du mot jour que Derrida a longuement étudié, le jour ici, c'est l'espace où être témoin est encore possible. Être témoin, c'est-à-dire à la fois être présent à un événement qui se passe là, maintenant, devant mes yeux, et être capable d'en rendre compte à travers d'un récit. Rien de plus. Et donc, il y aurait au monde des événements dont on pourrait rendre compte. Il y aurait des événements qui seraient susceptibles de faire partie de l'histoire. Waouh! Aussi insignifiant fussent-ils, c'est un miracle. Non, on ne s'arrête pas sur le miracle, encore un petit bout. Le pur témoin, ici, dans cette scène, je ne peux pas l'expliquer plus, c'est fini, s'est dressé dans le vrai de son expérience. Il raconte cette expérience au cours de son récit. Mais ce récit, celui que nous lisons, ce n'est pas celui du témoin, quel qu'il soit. C'est celui du survivant, celui qui a survécu à la mort du témoin. Il y a un accident et ça continue. C'est le récit de celui qui s'est identifié au témoin mort. C'est le récit d'un mort, c'est un mort qui parle. Vous comprenez? C'est le survivant. Le survivant, c'est celui qui est mort, qui revient mort, comme témoin mort. Qui s'identifie au témoin mort, comme Agop Oshagan en son temps. Mort en tant que témoin, il s'est réveillé en tant que survivant, porteur de cette mort. Entre l'expérience du pur témoin et le récit de cette expérience telle qu'il nous provient du survivant absolu, il y a eu la catastrophe. Au fond, je peux m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup.